Thierry, toi qu'on appelle le maître torréfacteur, eh bien clairement, c'est quoi la torréfaction de café? La torréfaction, c'est l'art de griller le café à cœur de façon lente, c'est-à-dire en 20 minutes. En dessous, c'est pas de la torréfaction. Bon, paf, première attaque. Mais bon, le café, c'est quoi? C'est les graines qui sont rouges à l'origine quand on les voit dans la nature? C'est tout à fait ça. C'est des baies rouges de la taille d'une cerise qui mûrissent aussi gros et qui mûrissent tout au long de la saison. C'est-à-dire qu'une vraie récolte de café, ça va se faire tout au long de la saison. Ils vont passer plusieurs fois dans la saison, récolter, mettre dans le panier et après faire sécher le café ou le dépulper. Donc on le fait sécher à l'air libre? Il y a deux méthodes. Donc on fait soit sécher à l'air libre, ça c'est plutôt la méthode africaine où il y a peu d'eau. Et là, une fois que la baie va être sèche, on va la casser et on va récupérer les 2 grains de café qui sont dedans. D'accord. Et la méthode humide, c'est plutôt Amérique du Sud où il y a beaucoup d'eau. On fait tremper le café plusieurs jours et après on le passe entre 2 cylindres qui va dépulper le café et récupérer les graines. Et après on met les graines à sécher. D'accord. Bon, une fois que les graines sont sèches, après on les fait griller, ça se passe comment? C'est un peu ça. Il y a une sélection après dans le pays et c'est envoyé chez nous. Et nos importateurs nous expliquent les différences de café. Moi, je commande que du bio, donc c'est beaucoup plus restreint. Et après, on peut le faire griller sur place, dans le torréfacteur. Mais déjà, première chose, ça date de quand le café? Enfin, on le boit du café en France depuis quand? Le café en France, c'est depuis le XVIe siècle. Ah bon? XVIe siècle. C'est récent ça? Tac, XVIe siècle, c'est ça. XVIe siècle, c'est récent, pas vraiment. Ça a été découvert au IXe siècle en Éthiopie par un berger qui trouvait ses chèvres très agitées, qui consommaient les grains de café verts comme ça. Ah oui, c'est le problème des chèvres, ça. Et il a voulu tenter. Il a voulu goûter les grains de café, il a trouvé les vertus du café, crus, certainement crus. Et à partir de là, il y a des recherches de fait sûrement, ou des thèses de fait, et la culture du café date du XVe siècle. Donc c'est arrivé très tard en Europe. Ah oui, d'accord. Et avant, on buvait quoi? Du thé? Le thé, c'est plus ancien. Le thé, de la chicorée certainement. La chicorée, des glands torréfiés aussi, des choses comme ça. Ou des céréales torréfiées, mais pas de café. Et à partir du XVIe siècle, on a pu commencer à boire du café dans des établissements spécialisés? Exactement, ça c'est arrivé d'abord à Marseille, puis après c'est monté à la capitale. Ah ouais. Et c'est pas arrivé plus tôt parce qu'il y avait une interdiction du pape. Ah oui, c'est quoi cette histoire? C'est vrai, c'est une légende ou Non, c'est vrai, c'était une boisson donc énergisante, excitante, associée au diable. Et donc on a eu besoin de l'autorisation du pape pour pouvoir consommer en Europe le café. Ah oui, c'était pour les hérétiques, quoi. Alors. Pour les hérétiques, la boisson des hérétiques, tout à fait. Donc là, même si on n'entend pas, c'est pas grave, on va moudre le café sur des filtres papier, machine expresso. Donc là, on en a un. Ah oui, ça sent. Et là, il y a le deuxième, qui n'aura rien à voir avec le premier. C'est les antipodes. Et le deuxième. Ah, c'est très différent. Hein. Rien à voir, hein. Et au 19e, en revanche, c'était très à la mode. C'est devenu très à la mode. Des tas de gravures. Exactement. Il y a eu les premiers établissements de torréfaction de café, les premières machines, comme j'ai dans le magasin, les premiers torréfacteurs et les premières torréfactions. Au feu de bois à l'époque. On torréfiait dans la rue Non, il y a eu des établissements de torréfaction de café. Les premières chefs de salons de thé, salons de café, où on pouvait déguster des cafés. Ah oui, c'est pas comme les marrons, on faisait pas ça avec une casserole. Non, pas du tout. Ça s'est fait pendant la guerre. La casserole, la torréfaction à la casserole s'est fait pendant la guerre parce que les magasins, enfin les torréfacteurs étaient fermés et les gens grillaient le café chez eux à la poêle. Ah oui, donc c'est bien vrai. C'est tout à fait vrai. Et d'une manière générale, le café vient d'où? D'Afrique, d'Amérique du Sud? Alors donc l'origine c'est l'Éthiopie, l'Afrique. Ouais. Les plants après ont été dispersés dans le monde entier. À savoir que c'est entre le tropique du Capricorne et du Cancer, sur l'équateur. Oui. Au-dessus et en dessous, il n'y en a pas. Ça ne pousse pas.
Ah oui, donc sur les pays chauds uniquement. Sur des pays chauds et sur toute cette bande, donc à pays d'Amérique du Sud, pays d'Afrique, en Indonésie, au Papouasie et tout ça. Et alors, quelle différence? Moi, j'entends toujours parler de café arabica. Des Robusta. Et de Robusta. Bon, ça vient d'où? Alors, il y a une différence de plan. C'est deux plans différents. Le Robusta est un arbuste beaucoup plus résistant. Donc, il va être plutôt cultivé entre 0 et 600 mètres d'altitude, plutôt dans des plaines. Récolté par des machines où ils vont utiliser la plupart du temps des engrais chimiques ou des produits pour les conserver comme ça. Donc, il y a une moins bonne qualité. Il y a plus de caféine aussi dedans. Et les arabicas sont des cafés plus précieux, qu'on va cultiver entre 600 et 1300 mètres d'altitude, plutôt à flanc de collines ou de montagnes. Ils vont être protégés du soleil par des arbres, des bananiers, des choses comme ça. Et donc c'est un café qui va plutôt être récolté à main d'homme, donc quand la fève est bien mûre, donc beaucoup plus qualitatif et moins riche en caféine. Explique-moi, tu as mis deux cafés différents là. Exactement, il y a deux cafés différents. Tu as du Bolivie et l'assemblage maison qui est du 50-50, moitié Robusta, moitié Arabica. Alors à propos d'assemblage, est-ce que tu fais des assemblages? Pourquoi il y a 36 sortes de café ici? Alors il y a 12 origines pures, suivant les pays, les origines. Oui. Ça dépend aussi des goûts des clients, si on le boit avec du lait comme j'expliquais plus avant. Et à partir de ces cafés-là, on peut faire ce qu'on appelle des assemblages, donc créer nos propres cafés. Comme pour le vin, quoi. Comme pour le vin, les parfums. Oui. On sélectionne, on additionne, on teste, on tâtonne. Et des fois, on tombe sur des choses très sympathiques, comme le 50-50, qui est très bien pour le matin. Celui-là. Alors, c'est une fois que le café est moulu. Oui, torréfié. Torréfié. Torréfié, oui, sachant que tu n'as pas un café qui se torréfie pareil. Donc si tu mets tes cafés verts, moitié de l'un, moitié de l'autre, dans le torréfacteur, tu en auras toujours un qui ne sera pas torréfié à cœur. D'accord. Donc on les torréfie d'abord et je les assemble après. Ouais. Tout à fait. Et ce qui est assez rigolo, c'est avec l'expérience, on se rend compte que deux cafés qui sont très bons, deux cafés qui sont corsés, très forts, machin, tu les mets ensemble et ça te donne une soupe dégueulasse. Il faut toujours des contraires. C'est comme dans la vie, il faut toujours des contraires. Un acide avec un corsé, un fort avec un doux. Et là, on arrive à des choses intéressantes. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. Et alors là, l'assemblage se fait devant le client ou Non, on a beaucoup de tâtonnements avant. Beaucoup d'essais, beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses pas bonnes. Et à un moment, on arrive à ce qui est bien. On note au fur et à mesure les formules qu'on fait. Et à un moment, on arrive à quelque chose de bien. Et alors, un client habituel qui est content d'un café, tu as la recette et tu peux lui refaire Tu peux lui refaire à volonté, oui, tout à fait. Mais essayer soi-même d'essayer de faire des assemblages, on peut y arriver. Mais ça reste très compliqué. Quoi. Et au point de vue qualité, c'est-à-dire le plus demandé aujourd'hui, c'est quoi, l'arabica? Aujourd'hui, c'est l'arabica, c'est certain. Les gens sont connaisseurs, commencent à connaître les terroirs, les goûts, et on va nous demander de l'arabica. Le robusta, c'est ce qui était consommé par nos grands-parents. C'est le café des colonies, la Côte d'Ivoire, tout ça. On recevait ce café-là. On ne cherchait pas à commander ailleurs. Il y a plus de caféine alors dans le robusta. Et il y a largement plus de caféine. Donc, c'est un café qui est très amer, qui prend sur le côté de la bouche, et qui se boit bien avec du lait au petit déjeuner, mais ce n'est pas un café plaisir. C'est un café tonique pour le travailleur. D'accord, oui. Quand on reçoit du café, on le torréfie différemment suivant si c'est de l'arabica ou du robusta? Le temps est différent? Oui, c'est un peu ça. On le torréfie plus ou moins longtemps. De toute façon, c'est le café qui va nous donner l'instant où la torréfaction va être bonne. Il n'y a pas de règle absolue de torréfaction. C'est pas 20 minutes. Enfin, le café, c'est le spécialiste, c'est toi qui vas décider. C'est le torréfacteur qui, à la fin, aura le dernier mot. Donc, c'est pas la machine, le torréfacteur, mais c'est l'homme, le torréfacteur, qui aura le dernier mot. Donc, on fait tourner la machine, on met le café vert, il va tourner, il va chauffer doucement pendant une vingtaine de minutes. Quand on va le descendre, la machine va descendre à 90 degrés et va remonter tout doucement en tournant jusqu'à 199 degrés. À 199 degrés, elle nous prévient quelle est la température. Le café va claquer, il va déjà dire, je sais pas. C'est les petits bruits qu'on entend là. Les petits clac, 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 clac. Et à partir de là, c'est à l'œil. On a un moyen de retirer le café de dedans. Il faut qu'il soit bien lisse. Il faut que la parche à l'intérieur reste claire. La parche, c'est quoi? La parche, c'est la pellicule qui enveloppe le café et qui le protège. À l'état pur, enfin. C'est une pellicule, une petite pellicule très très fine. Et le café à la torréfaction va gagner 25% de volume.
il va perdre 25% de poids, il va perdre l'humidité qu'il a dedans, il va gonfler un peu comme du popcorn, et il va claquer à la fin un peu comme du popcorn. Tac, il va gonfler. Donc cette pellicule qui est autour va être chassée, va être dégagée, et quand il va finir sa torréfaction, quand le café va être torréfié, enfin, va être bien, donc plus de parche, bien lisse, l'intérieur, donc il reste un petit peu de parche coincée dans l'interstice de ce café, le trait du café, il faut qu'elle reste à clair, et quand on le fait tomber, il faut que ça sonne creux. Donc c'est vraiment la sensibilité du torréfacteur qui va définir la torréfaction. Et le café, une fois qu'il est cuit, qu'il est à point, il faut qu'il refroidisse. Oui, si on le descend, il est à 200 degrés. Oui. Si on le descend à 200 degrés, il va continuer de cuire. Donc il y a un système qui va le brasser et un système qui va aspirer de l'air de l'extérieur, qui va passer par une grille perforée au fond du ramasseur. Qui va refroidir le café. Exactement. En 2-3 minutes, le café il est froid. Et la cuisson est stoppée. D'accord. Et après, on le stocke dans des sacs et hop, c'est bon pour la consommation? Pas du tout. Bon. C'est pas fini. J'ai fait exprès. Voilà. Le café va être brusqué lors de la torréfaction. Les sucres vont se transformer en huile essentielle aromatique. Il va gonfler, il va prendre du poids, il va être poreux et il va dégazer. Donc pour capturer tout son arôme et avoir un café homogène, on l'enferme dans des seaux hermétiques métalliques qui s'appellent des étouffoirs. Et là, il va dégazer, réabsorber, et on le laisse 12 heures comme ça, toute la nuit jusqu'au lendemain. Le lendemain, on pourra le mettre à la vente et le café va être homogène et on aura la totalité de l'arôme. Si on le laisse dans des sacs, immédiatement l'arôme va disparaître. Ouais, l'arôme volatile va disparaître et on aura moins d'arôme dans notre café. C'est tout un art. D'accord. Donc tu es le maître à penser là-dedans. Toi, tu connais les recettes. Exactement, ça fait partie de la suite naturelle du torréfacteur. Et c'est là qu'on peut venir en disant « j'aime le café comme ci, comme ça, pas trop Exactement. fort. Je le bois le matin, je le bois avec du lait. » Exactement, tu viens au magasin, tu dis « je voudrais du café ». Toujours la question, le meilleur café c'est quoi? On leur dit « vous le buvez comment? Vous le buvez le matin? Vous le buvez avec du lait le matin? Vous le buvez à midi? Vous le buvez toute la journée? Vous en voulez un pour le matin spécifique ou un pour l'après-midi différent ?» Et à partir de là, on cerne ce que désire le client. On lui conseille plus ou moins tel café. La plupart du temps, on commence par le Colombi qui est ici. Le Colombi, c'est une des meilleures ventes. C'est 3 paquets de Colombi vendus pour un paquet des autres. Ah bon? C'est celui qui paie le plus. Et pourquoi? Parce qu'il est corsé, parce qu'il est puissant, parce qu'il est rond, et pas trop fort non plus. Donc c'est un café qui convient à 90% des gens. Et à partir de là, ils peuvent revenir en disant « trop fort ». Donc on va leur dire prenez plutôt un Brésil, plutôt prenez un Mexique. Pas assez fort, prenez plutôt un Guatemala, un Honduras ou un assemblage où il y a du Robusta dedans et vous y retrouverez peut-être plus. Et les gens t'appellent docteur ou non? Docteur café. Non, mais alors, ça devient inquiétant parce que le matin il y a une sorte de café, à midi un autre, l'après-midi un autre. On est obligé d'avoir un stock de café chez soi. On peut avoir 3 ou 4 cafés différents. Suivant les gens que tu reçois, tu peux boire différents cafés. Et est-ce qu'il y a autant de différence entre le goût et l'odeur? Il y a un petit delta quand même de différence entre l'odeur, qui des fois est super agréable, et le goût qu'on retrouve à la tasse. Mais souvent, on a le goût de l'odeur. L'olfactif et le dégustatif. C'est vraiment très étonnant la différence. C'est impressionnant. Ah oui, entre les deux. Ah oui, entre chaque café, il y a un goût différent. Entre chaque café, ça bouge. Bon, alors là, il y a tout un stock de... Et là, c'est aussi des cafés qu'on mange comme ça, des cacahuètes, non? Alors il y a des gens, ils font ça, ils prennent un grain de café et ils mangent un carré de chocolat avec. Les deux, ça semble bien. Ah bah oui. Mais là, tu te casses les dents. Si tu manges cela, c'est pas torréfié, c'est dur comme du bois. Là, c'est pas torréfié. C'est pas torréfié, ça n'a pas encore perdu son eau, ça n'a pas perdu 25% de son poids et ça n'a pas pris le volume. Il est simplement asséché. Il est vert, sec dans le pays. C'est ça le café vert alors. Le café vert, c'est ça. Donc il y en a qui en font des infusions, qui en font une mouture et qui en font des infusions. C'est riche en caféine, c'est bien pour la détox et la minceur. Donc là, c'est les différentes étapes de torréfaction du café vert avec les différences de température jusqu'au café goût français, donc robe de moine. D'accord. Et donc là, quelle que soit la provenance du café, c'est à peu près équivalent. On aura les mêmes étapes, quelle que soit la provenance du café. La seule différence, c'est qu'arrivé à 199 degrés, suivant les origines, suivant la façon dont il a été séché dans le pays, ça sortira peut-être à 205 degrés, 210 degrés, 220 degrés.
Et ça, c'est suivant ta décision. C'est exactement ça. C'est suivant ce que je vois quand je fais mon picking de café à la torréfaction. C'est à l'instant que je décide qui va être du bel aspect, avec la parche qui va bien et qui fasse le son qu'il faut quand il tombe dans le ramasseur. D'accord. Et tout ça, on ne peut pas s'en rendre compte quand on boit un café dans un café. Ah non. C'est un café. Mais si on vient ici, c'est vrai que... On peut en parler, on peut en discuter. La plupart du temps, je fais une visite aussi du torréfacteur aux clients qui viennent. Ouais. Je leur montre comment c'est et quand je leur donne les jours de torréfaction, ils peuvent venir voir les torréfactions et regarder. Il y a des établissements, des cafés comptoirs qui viennent ici pour avoir plusieurs cafés à proposer à leurs clients habituels. Malheureusement, pas encore, mais pourquoi pas plus tard. Ouais. Pour l'instant, c'est compliqué. Comme je disais, les cafetiers sont maqués avec des... Oui, je sais bien, mais enfin, dans l'absolu, un café qui se montrait pas très loin d'ici pourrait venir prendre plusieurs... Oui. Ça se fait avec des pâtissiers. Il y a beaucoup de pâtissiers qui cherchent des origines pures de café et qui vont chercher chez des torréfacteurs des cafés spécifiques adaptés à leur pâtisserie. Mais pour boire des cafés avec leur pâtisserie ou pour faire des gâteaux? Pour fabriquer des pâtisseries avec des cafés spécifiques. Pour avoir un goût de café dans la pâtisserie. Comme j'expliquais, le Guatemala avec le tiramisu, le summum. Et on m'a raconté aussi une chose, dans un café serré, il paraît qu'il y a moins de caféine que dans un café rallongé. C'est tout à fait vrai. C'est bizarre, ça, c'est l'inverse de ce qu'on croit. De ce qu'on pourrait croire, tout à fait. Donc un café allongé, on va récupérer toute la caféine qu'il y a dans le grain de café et on va récupérer toutes les cochonneries qui ne sont pas forcément agréables. Un café serré, un ristretto italien ou un espresso, on va avoir tout l'arôme et très très peu de caféine. Plus il va être serré, moins il y a de caféine. Le ristretto italien, très fort en goût et très très peu de caféine. Ah oui, alors ça, j'aurais vraiment cru. Étonnant. Et donc, il vaut mieux rallonger un ristretto que boire un café rallongé. Si on veut un café sans caféine, il vaut mieux rallonger un ristretto, tout à fait, que de boire même un café décaféiné, qui ne rime pas grand-chose. Alors, décaféiné, on fait ça avec quoi? Avec de l'eau? Aujourd'hui, on fait ça avec du monoxyde de carbone, du CO2. On le respire, on le recrache, c'est pas du tout toxique. C'est un solvant qui n'est pas du tout toxique. On rend le café poreux. Ça s'appelle la méthode supercritique, c'est un peu technique. On balance du CO2 au travers. Le CO2 va capturer la caféine qui est liposoluble dans le grain de café vert et va l'enlever. Et on dégaze. Le CO2 redevient un état gazeux. Il n'y a pas de trace de toxine dans le grain de café. Et à partir de là, on peut le torréfier. Il n'y aura pas de caféine du tout dans ce grain de café. C'est vraiment à 100%? Il n'y a plus de caféine du tout? Il n'y a plus de caféine du tout, non. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la caféine dans le café vert est liposoluble, donc soluble dans le gras. Et après torréfaction, c'est hydrosoluble, soluble dans l'eau. Ça fait partie des petites caractéristiques physiques ou chimiques du grain de café. Pourquoi, je ne sais pas. Et là, dans tes explications, tu as sorti le mot café italien. Ouais, qu'est-ce qu'il a de spécial, le café italien? Alors, il y a différents grades de torréfaction, suivant on est plus dans le sud ou plus dans le nord. Dans le sud, on va avoir un café, le café italien, c'est un café qui est torréfié fort, foncé, qu'on appelle caramélisé, où l'huile essentielle soluble va sortir légèrement du café, donc ça donne un café un peu d'aspect gras. Ce café est beaucoup plus fort, plus torréfié, et avec moins de caféine, vu qu'il est fait en ristretto. Et c'est de l'arabica, la plupart du temps, ils consomment, eux, 90% du café du Guatemala. Donc on trouvera beaucoup de Guatemala en Italie. Plus on va monter dans le nord, donc en France, c'est Robe de Moine, un café plutôt brun. Et plus on va monter en Norvège, en Suède, il va être blond. Donc blond, il aura plus le côté terroir, le côté herbal, que le côté café que nous, on connaît en France. Ah oui. Ouais. Oui, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a des différences de café. Et quand on boit un café dans un café, justement, oui. Certains cafés font un excellent café, d'autres, pas terrible, plutôt jus de chaussette. Ouais. Comment savoir d'où vient le café, où on peut trouver du bon café? Je pense qu'il faut demander à la personne qui tient le café où il se fournit. Après, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de grossistes qui font du café industriel, donc torréfié en 60 secondes, 90 secondes, qui fournissent un goût de café qui n'est pas forcément le meilleur, qui reste un peu sur l'héritage Robusta des années 70.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de baristas, de café. Enfin, il y a une science du café qui est en train de se mettre en place où on recherche l'excellence dans l'extraction du goût du café. Que ce soit par des machines expresso, que ce soit par des infusions de café, avec des bodums, des machines à presse. Oui. Il y a même de l'extraction à froid qui dure quasiment 12 heures. Où le café commence à infuser le matin et est bon à boire, à être bu le soir. Bon, et là, on passe 3 nuits blanches de suite ou... Réellement, je ne sais pas. Mais il y a vraiment tout un art aujourd'hui de café, tout un panel d'infusion de café ou d'extraction du goût de café. Il y en a pour tous les goûts. Et alors, par rapport au début de notre histoire, comment devient-on torréfacteur? Comment on devient torréfacteur? Oui, il y a des écoles, il y a des cours. Alors aujourd'hui, il y a des cours, il y a des écoles, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Pour ma part, ça a été... Oui, toi par exemple, tu as fait quoi? Sur le tard. Visite au Havre, achat du torréfacteur, vieille machine qui ne se fait plus là aujourd'hui. Visite au Havre chez l'importateur de café, le seul qui était à l'époque. Ils nous apprennent à développer notre palette. Donc on est autour d'une table, grande table ronde qui tourne. Ils font d'abord une infusion en arlésienne, donc c'est des cafés où on fait passer le café comme les grands-mères. Un filtre. Des chaussettes, là? Ouais, c'est ça, plus ou moins des chaussettes. Donc le café comme ça, ils le font infuser en plusieurs fois, et ils nous font des tasses, plusieurs tasses. Ils nous donnent une cuillère, ils font passer la tasse, on goûte, et ils nous disent, vous en pensez quoi? Donc celui-là il est très bon, machin, donc ils font tourner, il n'a pas de goût celui-là. Ils refont tourner, sur le premier, il n'est pas bon. Et ils nous montrent que chaque terroir a un goût différent, et ils nous éduquent le palais à reconnaître un Robusta, d'un Arabica, d'un Moka. Et on se rend compte qu'il y a vraiment des différences de café. Et à partir de là, commence l'apprentissage, le voyage initiatique du café ou de l'apprentissage de comment torréfier, quels sont les terroirs, quels sont les goûts par rapport au pays. Ouais. Et c'est long à apprendre? À mon avis, c'est jamais fini. Oui, mais enfin, on peut s'en sortir au bout de combien de temps? Je serais méchant, mais je dirais une trentaine d'années. Ouais. Voilà, c'est les sages qui disent ça. Et voilà. Merci. Café du Colombie. Toujours comme ça, tu vois, la dégustation, toujours comme ça, au nez, et après, on goûte. Oui, mais j'ai une moustache qui fait filtre. Et il est chaud. Alors, comment réussis-tu à faire une mousse aussi importante, aussi dense? Ça s'obtient par deux facteurs, une mouture adaptée. Donc la mouture adaptée fait que le café va passer comme il faut, sous forme de mousse et pas sous forme d'un filet d'eau ou de gouttelettes d'eau. Et la deuxième chose, on réussit quasiment à coup sûr, c'est que la tasse soit chaude. Une tasse chaude, ça permet d'avoir une belle mousse de café. Ah bon? C'est une astuce de cafetier. Important. Ah oui, parce que celle-ci, je la connaissais pas. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont tous leur tasse sur leur machine, le dessus de la machine est chaude, et chauffent leur tasse. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours une belle mousse sur leur café. Mais une mouture adaptée et un bon café, c'est aussi un critère de réussite. Je vais me resservir de ça. Ah oui. Ouais, ça n'a aucun rapport avec les cafés habituels. Oui. Tu as des goûts différents. Donc tu as Colombie qui est ma meilleure vente, du corps, de l'arôme. Et alors, par rapport à ce qu'on a déjà dit, c'est quelle sorte de café en Colombie? C'est du Robusta? Un Arabica. Arabica? Ouais, j'ai pas de Robusta à la vente. Ah oui, alors le Robusta, il se vend pur? Alors le Robusta, on ne le vend pas. Ça se vendait dans les années 70. C'était le seul café de toute façon qu'on trouvait. Aujourd'hui, on l'utilise essentiellement dans des assemblages pour donner du corps, de la force à nos cafés, à notre assemblage. Donc ça fait, on le met à 30, 40, 50%, rarement plus. C'est plutôt un café du matin, un café du travailleur, ou de la personne qui veut faire des nuits blanches ou faire la fête. Beaucoup plus de caféine. Parce qu'en magasin, on trouve des sacs de café Robusta quand même. T'en trouveras encore, oui. C'est en perte de vitesse? Oui, tu as toujours des gens qui ont vécu, qui connaissent que ce café-là, qui pour eux est le meilleur café du monde, et qui voudront leur Robusta le matin, sans avoir connaissance de tout l'univers du café qui peut exister, comme la plupart des gens. Et le Robusta avec du lait, c'est bon? C'est pas fait pour? C'est pas fait pour. Mais si, c'est reste le café d'il y a des grands-parents. Café, lait, sucre. Heureusement, sans chicorée. Sans chicorée. Ça, c'est mon goût. Ah ouais? T'aimes pas la chicorée? J'ai connu les bars où c'était dans des cafetières octogonales avec une chaussette. C'était de la chicorée du café. Il fallait me tomber raide. Une belle amertume. C'est abominable.
Il y a une belle amertume. Mais là, je te repense un truc, tu as parlé de moka. Ouais, les mokas. C'est quoi ça? Alors, le moka, c'est un arbuste qui est cultivé qu'en Éthiopie. On ne le trouvera pas ailleurs dans le monde. Le moka, c'est vraiment une variété de café particulière à l'Éthiopie. C'est l'arbuste d'origine du café. Et après, cultivé ailleurs, on a d'autres noms, mais ça ne sera pas du moka. Ouais. On parle toujours du café indonésien qui serait le meilleur du monde, mais pour certains. C'est plus vrai ça, si? Non, le café indonésien ou le Blue Mountain, pas forcément. C'est pas les meilleurs cafés du monde. C'est des cafés très chers parce qu'ils sont rares et récupérés en quantité par certains pays. Donc la rareté fait le prix. Ouais. Et on dit qu'ils sont excellents, mais c'est pas forcément vrai. Voilà. Et dans les mokas, pareil, on dit il y a les mokas, c'est super, mais les mokas, il y a le limu, le sidamo, le yargarefe, le jima. Donc il y a énormément de mokas. Et à partir de là, le meilleur moka pour moi au monde, c'est le moka sidamo. Arôme floral, un peu de corps, une bonne amplitude en bouche. On le trouve où ça? On peut demander dans un café un moka, non? Tu peux essayer. Et... S'ils ne connaissent pas les torréfactions, ils vont dire moi j'ai Mokita, j'ai ça, j'ai un Lavazza, mais ça ne sera pas forcément un bon café. Au restaurant, je préfère ne pas finir sur un café, à faire un bon restaurant et pas finir sur un mauvais café, finir sur une mauvaise note. Alors ça me pousse à la question finale presque. Quel est le meilleur café? Alors le meilleur café du monde, c'est ce que je dis à tout le monde, à tous mes clients, comme ils disaient, quel est le meilleur café? Pour vous, quel est le meilleur café? Quel est le meilleur café? Et je leur réponds sincèrement, le meilleur café du monde, c'est celui que vous aimez. Voilà. Ça, c'est la phrase terminale, c'est fabuleux. Voilà. Après, si on veut développer, les premières questions, quel est le meilleur café? Vous aimez quoi comme café? Vous le buvez le matin, vous buvez l'après-midi, vous préférez un café dessert, un café qui réveille, vous le buvez avec du lait? Si on boit un café avec du lait, il y a des cafés spécifiques. Il y a le Chiapas, qui est magnifique avec du lait. Il vient d'où? Chiapas, c'est Mexique, une région du Mexique, Chiapas. Il y a du Altura au Mexique, il y a du Maragogi au Mexique, il y a plein de variétés de café au Mexique. Mais là, le café du Chiapas, il se marie magnifiquement bien avec le lait. Et le cappuccino, il se marie parfaitement bien pour faire un cappuccino. Et le cappuccino, c'est une sorte de café? Moi, je croyais que c'était du café avec du lait mousseux, c'est tout? C'est du café avec du lait, mais il y a des cafés qu'on va mettre avec du lait qui vont être infâmes, qui ne vont pas du tout se marier avec du lait. Donc il y a des cafés qu'il faut éviter. Et donc il y a des cafés pour le matin. Il y a des cafés comme le Colombie, qui est très puissant, le Guatemala. Et il y a des cafés plutôt dessert, comme on expliquait plus tôt, le Sidamo, Moka Sidamo. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le Papouasie, qui est très doux, très aromatique. Et il y a des cafés aussi pour faire les desserts, les tiramisu. On fait le meilleur tiramisu du monde avec du Guatemala. C'est le meilleur café pour faire un tiramisu exceptionnel. Tu fais plein d'expresso, c'est 7 expresso en moyenne, un tiramisu qui va bien. Et tu trempes tes biscuits dans ton café, ça donne quelque chose de merveilleux. Et par exemple, est-ce que les gens te demandent conseil? Est-ce que tu peux expliquer aux acheteurs tout ce que tu viens de m'expliquer? Ouais, c'est la première démarche qu'on fait. Quand un client vient, on lui demande ce qu'il aime, quel goût de café il aime, comment il aime le déguster et pourquoi il veut l'utiliser. Ouais, c'est vraiment du café sur mesure, là. C'est exactement ça, c'est le métier. Torréfacteur, c'est pas juste griller le café, c'est aussi conseiller son client suivant la machine qu'il a, parce que la machine aussi fait qu'on ne fait pas le même café, on ne fournit pas le même café suivant les machines, et on ne fait pas la même mouture parce qu'on moule le café. Une fois que le café est en grain, il y a beaucoup de machines en grain maintenant, il y a aussi beaucoup de gens qui ont différents types de machines. Et on moule le café adapté au type de cafetière que les clients ont. Alors justement, dans le commerce, vaut mieux acheter du café moulu ou du café en grain? Tout dépend de ta machine. Moi, j'aurais préférence de dire, prenez du café en grain, fraîchement moulu, il aura plus d'arôme. Et si on ne peut pas faire autrement, achetez du café moulu. Et la machine, c'est quoi? Ou moulin électrique ou les moulins comme ça existe encore? Les moulins à main existent encore, il faut être courageux. Les moulins Peugeot, par exemple. Voilà, le café se mérite. Au bout d'un quart d'heure. Il y a vraiment une différence. Là. Il y aura vraiment une différence de fraîcheur d'arôme et de goût, tout à fait. Et pour obtenir un bon café, l'eau a de l'importance ou non? Oui, il ne suffit pas d'acheter un café torréfié artisanalement et mettre n'importe quoi dans sa machine. L'eau, une fois chauffée, elle ressort tous ses défauts. Donc il faut absolument soit une eau... C'est-à-dire, quel défaut? Le chlore, toutes les cochonneries qu'on peut avoir dans l'eau. Ah oui, l'eau du robinet, comme on dit. Quoi. Ouais. Et on voit ce dépôt le dépôt, quand on fait du thé avec une mauvaise eau, on a un thé qui est trouble et qui n'est pas du tout agréable. Donc mettre une mauvaise eau dans un bon café,
on va obtenir un mauvais café. D'accord. L'idéal, c'est acheter soit un filtre à eau de marque Brita, pour les citer, parce que c'est quand même l'excellence au niveau des filtres, soit acheter de l'eau minérale peu minéralisée, donc plutôt de la cristalline ou de la Monroucou, qui sont des eaux parfaites pour faire du café, qui ne ressortent pas un goût. Et si on veut tester l'eau, on la fait bouillir et on la goûte refroidie. Et si elle a un goût, ça ne sera pas bien pour faire du café. Donc le café ne suffit pas. La façon dont on le fait est importante. Et la dernière chose, c'est la mouture. C'est-à-dire qu'on peut acheter de la mouture en commerce qui sera de la mouture 6, mais si on met ça dans une machine italienne, la mouture est beaucoup trop fine, donc ça va boucher les trous. Le café va recuire, va brûler, ça va t'envoyer du marc dans la machine, et ton café ne sera pas bon. Au même titre que si tu mets cette mouture-là dans une French Press, une machine à piston, c'est trop fin, donc ça va t'occulter le tamis, et pareil, ton café ne va pas être bon, ne va pas se diffuser comme il faut. Chaque mouture est adaptée à chaque machine à café. C'est aussi important, c'est aussi le travail du torréfacteur une fois le café torréfié. C'est compliqué, je comprends que l'Église se soit méfiée. En tout cas, maintenant, vous savez, il faut, si vous voulez un bon café, chercher un torréfacteur connu, et puis un maître. Un maître torréfacteur, oui, tout à fait, c'est bien. D'accord, donc il ne me reste plus qu'à trouver un torréfacteur sur mon passage. Exactement, mais il doit y en avoir. On doit être encore 400 ou 500 en France, et le métier se redéveloppe. On était 900 en 1999, on était encore 900. Ça a périclité doucement, et là, le métier revient d'actualité, avec justement des écoles, avec des stages, avec une explication des récoltes, des pays, des terroirs. Donc c'est agréable de se dire qu'il y a une relève qui arrive. D'accord. Donc si vous cherchez la qualité, il faut chercher un torréfacteur. Voilà. Exactement, un vrai torréfacteur. Oui. Et du sucre ou pas de sucre? Quelle est la réponse? Moi, je préfère avec le sucre le matin. Ouais. Alors normalement, c'est pas de sucre. Le sucre, c'est acidifiant, ça te tue l'arôme du café. Tu mets du sucre, tu perds tous les arômes. Ça masque au niveau de la bouche les arômes, et quand tu bois un café, la salive va te donner des arômes naissants. Un café très acide va piquer au bout de la langue, mais en quelques secondes, il y a un arôme fleuri, il y a tous les arômes qui se développent, qui se réveillent, et c'est juste magnifique. Donc pas de sucre. Et d'un autre côté, du lait dans du café. Tu critiques, tu condamnes? Non, je ne condamne pas. Moi, je bois des lattés. J'aime bien les lattés, mais c'est que le matin. Oui, je fais pareil. Ou le plaisir l'après-midi, tu n'as rien à faire, tu es tranquille. C'est réconfortant. Donc tu bois un latte. D'accord. Voilà. Mais non, je ne condamne pas. Ça fait partie du folklore. Et des cafés noisettes dans la journée? Pareil. Ça fait partie du folklore, ça fait partie de ce qu'on a inventé autour du café. C'est comme les gâteaux, c'est comme les pâtisseries, ça fait partie du folklore autour du café. C'est important. Demain, on mettra du lait végétal ou d'autres choses, de la chantilly. Non, ça existe déjà. Des sirops. Des sirops maintenant, on met des sirops dans les cafés, des sirops noisettes, des sirops caramel. Effectivement. On a inventé énormément de choses. En tout cas, merci Thierry pour toutes ces explications. J'ai appris beaucoup de choses. Merci à toi.